sur l'imagerie du voyage dans le temps, le cinéma, les séries télé, la littérature et les jeux vidéo, qui est environ le titre le plus long du monde, mais j'avais pas d'idée pour le raccourcir. On va faire un petit tour de table pour présenter cette belle brochette d'invités, de ma gauche à ma droite, parce que c'est moi qui décide. On commence avec Fibre Tigre. Bonsoir Fibre Tigre. Bonsoir Mimi, bonsoir Lyon. Très content d'être à Lyon, Fibre Tigre, il adore cette ville. Donc, tu es notamment le concepteur de Out There, qui est un très bon jeu vidéo indépendant de l'exploration spatiale. Il est pas mal. J'ai jamais fini parce que je suis nulle, mais il est pas mal. Il y a un mode facile maintenant. Oui, je pense que tu l'as fait pour moi, c'est le mode Mimi. Oui, voilà. Je travaille dans les jeux vidéo, et puis comme Out There, qui est un jeu de science-fiction, a bien marché, j'ai un peu étiqueté science-fiction maintenant, donc je suis là, mais j'aimerais bien faire autre chose, mais... C'est qu'en fait, t'as rien à dire, t'es venu en tout. Non, dès qu'il y a un truc science-fiction, il y a un truc science-fiction, ah non, s'il vous plaît, j'en peux plus, je peux plus voir Gravity, je peux plus voir Seul sur Mars, ça me rappelle le boulot. Mais bon, voilà, j'aimerais bien faire autre chose, mais... Bah, ton prochain jeu, donc The Sigma Theory, qui sort l'an prochain, c'est de l'espionnage. Mais il y a des éléments de science-fiction. Après, si tu fais pas d'efforts, tu fais pas d'efforts. Voilà. Ok, on a Julien Pirot. Bonsoir. Bonsoir. Donc tu es level designer et scénariste chez Ubisoft, Voilà. notamment pour une licence... Voilà, sur la série Might and Magic, donc là, pas du tout de la science-fiction, c'est de la fantasy. Et voilà, et sinon, vous m'avez peut-être déjà vu sur nos lives dans une des émissions que je fais, Retro and Magic, 1D6, Crunch Time, La Minute du Geek, et d'autres. Et d'autres. Qui sont arrêtés pour la plupart. Ok, bienvenue. Est-ce que ça te parle le voyage temporel Parce que oui. t'es comme Fibre en mode non, mais moi j'aime même pas la SF, pourquoi je suis là? Ah si, j'adore la SF, c'est juste que les jeux sur lesquels je bosse ne sont pas de la SF, pour le coup. Ok. Mais ça n'empêche pas. On est le fossoyeur de film. Bonsoir. Bonsoir. Quel timbre. Donc faut-il encore présenter le fossoyeur de film, Oui. cinéphile de YouTube. Donc tu as une chaîne YouTube sur le cinéma, qui est ma foi de fort belle qualité. C'est très gentil. Merci. Et donc tu n'es pas au festival que pour la table ronde, puisque tu as plusieurs actualités. Ouais, ce soir, je vais présenter la projection de La Jetée de Chris Marker et de l'Armée des 12 singes en compagnie du capitaine du Nexus 6, qui est quelque part là, ça, je pense. Il va crier. Non, il va pas crier. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas lui peut crier comme ça fait genre cette... Il n'est pas méga stressant, pas juste... Il est en train de boire des bières. Ah oui. Il a dit qu'il m'attendrait pour. Tant pis. Et demain à 16h, table ronde sur. Sur quoi? C'est ma question. Sur La le SF cinéma de au genre. cinéma en Ouais, France. c'est ça. La SF au cinéma en France. Très exactement. Un sujet très intéressant. Donc à noter, C'est bon, si ouais. j'ai bien vu, la projection de ce soir est complète. Donc tu auras le... J'espère bien. Pas déconner. On a Raphaël Colson. Bonsoir. Donc, tu es écrivain et essayiste de science-fiction et tu bosses notamment sur la science-fiction japonaise. Notamment, disons que je travaille moi sur la science-fiction, ça c'est mon domaine. Donc je suis tout le temps dans la science-fiction. Et je peux travailler autant sur le zombie, puisque j'ai coécrit une monographie dessus. Oui, la science-fiction japonaise, j'apprécie énormément. Donc dans un essai, j'ai réussi à en introduire des gros morceaux. Mais pas uniquement, et puis là je travaille sur le post-apo, comme nous l'avons discuté tout à l'heure. Et moi j'arriverai à vous glisser 2-3. Voilà, il a prévu qu'il allait faire des digressions sur le post-apo. Donc, Je reviens systématiquement sur le post-apo. Ça va être le sous-thème de ce soir, le voyage dans le temps et le post-apo. Et on a, surprise, c'était pas prévu jusqu'à hier, Axolot, alias Patrick Beau. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Donc Axolot, tu as une chaîne YouTube aussi de curiosités, de choses insolites et surprenantes. Voilà, une chaîne YouTube, des livres, des BD, ça n'arrête pas. Et donc du coup, comme je suis curieux de beaucoup de trucs, ça me permet de m'incruster dans des tables rondes de science-fiction. C'est bien Je fait. n'ai pas vraiment de domaine précis, à partir du moment où ça m'étonne et ça m'intéresse, je peux en parler. J'espère que tu auras des histoires insolites sur des voyageurs temporels. Des tas. Ah, cool. Ça va être bien. Au pire, si on est un peu fatigué, on s'arrête et on laisse Patrick raconter des histoires. Ça va plaire à tout le monde, c'est très bien. Eh bien, bienvenue, je suis très contente d'être là. Et du coup, petite présentation rapide. Moi, je suis Mimi, je travaille chez mademoiselle.com, qui est un site internet qui est très bien pour le lire. Et je sais pas exactement pourquoi je suis là. J'aime bien la science-fiction dans la vie et on m'a proposé, comme j'anime des podcasts en live sur YouTube, d'animer cette table ronde. Du coup, j'ai dit oui parce que j'adore Lyon et que chaque occasion d'y revenir est une fête. Et le festival avait l'air très cool, donc voilà, je suis là. Mais je ne vais pas répondre à mes propres questions. Je suis là en touriste. Est-ce que tu aimes la science-fiction?
J'aime beaucoup la science-fiction, j'en consomme pas mal, j'en ai fait des petites chroniques sur YouTube sur des livres et des séries et des films, mais je suis loin d'être aussi spécialiste que d'autres personnes autour de cette table, je pense. Je suis un peu dilettante. Alors, on va mettre la pression à absolument tout le monde autour de la table. Oui, tout à fait, sauf Fibre qui a admis dès le début que... De quoi? Bah que la SF, t'en as un peu marre, quoi. Non, oui, j'en ai marre de travailler dedans, mais j'aimerais bien prendre un peu de distance et me replonger dedans avec plaisir. Espérons. Alors, j'ai voulu commencer, donc je vous ai fait passer les questions avant, sauf à Axolot qui a décidé d'être en roue libre totale et de ne pas les lire. Mais je sais peux pas dire quand on va parler. Quand c'est spontané, ouais. C'est beau. Du coup, ouais. C'est son côté curieux. C'est ça. Donc, ils ont eu environ 10 minutes mentalement pour préparer. Je voulais commencer par vous demander quel outil de voyage dans le temps vous a le plus marqué dans une œuvre, dans toutes les façons qu'on a pu représenter le voyage temporel dans toute la culture. C'est très vaste comme question. Est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus marqué, que ce soit la première que vous avez vue ou celle qui vous a le plus influencé dans votre boulot peut-être? Tu me regardes moi, c'est ça? Ouais, je te regarde toi, donc tu commences. Alors sachez que tout là-bas, c'est les choses intéressantes, et plus ça va, plus ça va être chiant, donc je vais répondre au truc le plus chiant. Super sympa pour Julien qui se prend un dommage collatéral comme ça. Ah mais il fait du jeu de rôle là. Donc, alors, la représentation pour moi la plus excitante, c'est vraiment extrêmement ennuyeux, c'est la représentation donnée par la physique, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des lois physiques, la physique relativiste, qui permet effectivement d'avoir des distorsions temporelles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vieillissent, on va dire, vous vieillissez plus vite si vous êtes sur la Terre que si vous êtes dans une station spatiale, environ d'une seconde sur la durée de la vie, et aux échelles spatiales, ça peut être extrêmement long. Donc les distorsions temporelles sont autour de nous, elles existent, le voyage temporel existe, mais on ne peut pas les percevoir à notre échelle, et c'est quelque chose de très excitant qui n'utilise même pas d'artifice, on va dire, de fiction. Je me souviens que la question c'était dans une œuvre. Il y a beaucoup d'œuvres de art science, par exemple La planète des singes, qui utilise la physique relativiste pour expliquer la différence d'écoulement du temps entre deux êtres. Voilà. Je viens de me tirer la langue, cette personne est très mature. Voilà. Ok, merci Philippe. Donc toi, tu es plutôt sur le vrai voyage dans le temps comme on le connaît. Oui, voilà. Comme nous le comme on vivons, le connaît un tout petit peu actuellement. nous allons dans le futur à la vitesse d'une seconde par seconde en ce moment. C'est fou. Quelle statistique impressionnante. C'est gentil d'encourager. Toi, Julien, est-ce que tu as une représentation en tête du voyage temporel qui t'a plus marqué? En fait, il y en a tellement qui sont marquantes. On va dire, dès qu'il y a du voyage temporel, c'est forcément marquant quelque part. Après, bon, voilà, il y a les classiques, le TARDIS, la DeLorean, tout ça. On a tendance à forcément penser à ces choses-là. Après, comme je sens qu'à cet talent, j'ai un peu représenté le côté jeu vidéo, jeu de rôle. Oui, il y a une œuvre qui m'a marqué pour son voyage dans le temps, c'est un jeu, un RPG, vous avez peut-être joué sur Super Nintendo, qui s'appelle Chrono Trigger. Et où, entre autres, il y a des failles temporelles, mais il y a aussi une sorte de vaisseau qui s'appelle Epoch. Et voilà, c'est un peu comme la DeLorean qui t'a volé dans le temps, autant le faire à bord d'un truc à la classe. Et l'Epoch, c'est ça. Il ressemble à quoi du coup? Une sorte de vaisseau spatial, c'est dur à le décrire comme ça, mais c'est un design de Akira Toriyama. Donc si vous voyez les mechas, enfin les vaisseaux dans Dragon Ball, vous imaginez un peu le style de l'engin. Ok. François? Oui. Moi, c'est super cliché, mais c'est le TARDIS, tout simplement, le Docteur Who. Parce que généralement, quand on imagine une machine à voyager dans le temps, on imagine vraiment quelque chose qui fasse office de véhicule, on est dans des archétypes de mouvement, de déplacement, et là, une cabine police, une cabine de téléphone, et c'est assez improbable, et ça représente bien en fait toute la série. Quand on essaie de la faire découvrir à quelqu'un, juste on passe par différents paliers d'improbabilité, où chaque fois c'est quoi? Et le TARDIS est le premier palier d'improbabilité, c'est un mec qui voyage dans une cabine de téléphone. Et voilà, donc ça m'a marqué surtout pour le côté improbable et le côté à rebours des représentations les plus répandues. J'ai du mal à trouver le mot aujourd'hui. Donc voilà. Plutôt, c'est plutôt le caractère insolite d'un véhicule qui ne ressemble pas à un véhicule qui t'a plu. Ouais, c'est ça. Après, quel que soit le véhicule, de toute façon, c'est le voyage en lui-même qui prime, mais quitte à avoir. J'ai l'impression que le véhicule et les choix en fait, de ce qui va permettre le voyage dans le temps fait plus office en termes de narration, presque de talisman. C'est presque quelque chose qui va symboliser
quelque chose dans le récit, qui va symboliser les personnages, qui va symboliser, enfin, qui va servir presque d'emblème pour le récit. Mais finalement, enfin, qu'importe le flacon pour vous donner les mains. Est-ce que tu peux être notre référent proverbe ce soir? Je vais essayer. Cool, je compte sur toi. La nuit, tous les façons. François. Raphaël, voyons voir comment tu vas lier ça au post-apo. J'ai hâte. Non, oui, si, je vais y arriver. Je vais y arriver parce que ouais, moi, c'est deux véhicules, deux classiques. Un, c'est un film, c'est La machine à explorer le temps de Georges Pal, 1960, parce que l'esthétique de la machine est vraiment importante, ça a marqué l'imaginaire populaire. Et donc, c'est un récit de post-apo, puisqu'on va dans un futur post-apo. Mais La machine, voilà, La machine, c'est un classique, et une bande dessinée qui s'appelle Black et Mortimer, le piège diabolique, avec la machine à explorer le temps de Mortimer, qui, moi, m'a énormément marqué dans mon enfance. Et idem pour le film, La machine à explorer le temps. Donc toi, tu es plutôt sur un genre de gros caisson, de grosses machines fixes qu'on utiliserait pour se transporter, c'est moins des C'est juste là véhicules, une en fait. question d'esthétique, une question de souvenir d'enfance. Ok. Voilà, c'est des machines qui sont, qui ont marqué. Celle de Black Mortimer est super stylée, c'est une boule avec une espèce de truc aérodynamique En autour. fait, il y a deux grandes sphères en fait, qui sont réunies. Et puis voilà. Et c'est aussi du post-apo, puisqu'il va dans un futur post-apo. C'est beau, quel talent. Patrick? Alors, Julien m'a piqué époque, puisque Chrono Trigger est sans doute un de mes jeux préférés de tous les temps. Du coup, je ne vais pas essayer d'être original. Vraiment, moi, la machine à voyager dans le temps qui m'a le plus marqué, comme beaucoup, c'est la DeLorean. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça a failli être un Une frigo. anecdote. Une bonne anecdote, ça a failli être un frigo. Mais au dernier moment, ils ont décidé de le remplacer par une voiture parce qu'ils avaient peur que des enfants s'enferment dans le frigo en voulant éviter Marty. Donc, ils ont opté pour la voiture. Mais on aurait pu avoir un frigo à voyager dans le temps dans le film. Et surtout, ça aurait été trop proche d'un indice. Accusation de plagiat et tout ce qui va avec. Peut-être. C'est Bien qu'il y a quand même une différence entre le frigo et la cabine de police, mais c'est On pas va en débattre pendant une On heure. reste dans un. Ouais. Je veux dire, c'est pour ceux qui ont vu le film Bill and Ted, qui d'ailleurs, je crois, passe demain matin, il me semble, à 11h. À 11h du matin, dans la salle chaussette. Pour le coup, ils ont piqué l'idée de la cabine téléphonique. Bravo l'originalité. Ok, donc c'est bien, on a plusieurs avis différents. On a la nostalgie, les souvenirs d'enfance, le côté insolite, le classique pop culture. Et du coup, je pense que je suis un peu jeune, mais je pense que Chrono Trigger est aussi un classique pop culture, on peut le dire. Jouez-y, c'est bien. Jouez-y, c'est bien. Il y a Thomas Hercouet, pour ceux qui connaissent de l'original, qui est en roue libre dessus depuis qu'il l'a installé sur sa DS. Il est très très content. Donc, je vais peut-être enfin m'y mettre, que vous êtes beaucoup à me conseiller. Mais toi, Mimi, quel est Alors, l'artefact de voyage dans le temps qui te marque le plus? je pense que personnellement, c'est le retourneur de temps d'Harry Potter, parce que c'est une des rares fois où j'ai vu un petit truc en fait pour voyager dans le temps qui n'implique pas l'idée de véhicule ou d'une machine ou d'un caisson ou d'un portail. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'en ai un parce que je l'ai acheté sur Etsy comme toutes les geeks. Il marche. Bof. Écoute, j'arrive quand même en retard au boulot régulièrement, donc bof. Et juste, je viens d'y penser, c'est le fait de ne pas avoir préparé les questions. Il y a le jacuzzi dans Hot Tub Time Machine, qui est le premier jacuzzi à voyager dans le temps. J'ai trouvé ça assez fort. quitte à voyager, autant être à l'aise. Voilà. Plus que dans un frigo. Je vais prendre ça plutôt finalement. Ok, Jacuzzi. on change d'avis. Est-ce que tout le monde reste sur son avis ou vous voulez tous changer d'avis aussi? Non, c'est bon, on est sur des avis stables. Je garde le retourneur de temps personnellement. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'imagerie, de comment on voyage dans le temps, je voulais savoir pour vous, quelle est la meilleure utilisation du voyage temporel en tant qu'outil scénaristique en fait, donc au service d'une histoire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu comme utilisation, puisque c'est parfois au cœur de l'histoire, parfois quasiment, comme le retourneur de temps, c'est quasiment anecdotique en fait, puisqu'on en entend parler relativement peu. Donc je voulais savoir comment, quitte à ce qu'il y ait du voyage temporel dans une œuvre, comment vous préférez qu'il soit utilisé? J'ai l'impression qu'on est dans une période où, de plus en plus, en tout cas pour ce que je constate dans le domaine du cinéma, il y a une tentative de renouvellement en fait, de l'imaginaire du voyage dans le temps. Parce que je pense que si on demande à un max de gens à quoi vous pensez quand on parle d'imaginaire, enfin imagerie de voyage dans le temps, on pense à Retour vers le futur en 2015. Vraiment, on a souvent en fait l'imaginaire de voyage dans le temps se confond avec l'imaginaire du futur. Parce que ce qui nous marque en termes d'imagerie, c'est vraiment les trucs les plus spectaculaires. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'historiquement, en fait, les imaginaires de ça qu'on a spontanément, c'est plus des imaginaires qui relèvent du XXe siècle, en fait.
avec tout ce qui est voiture qui vole, avec en fait vraiment tout ce qui a cristallisé Retour vers le futur en 2015. Et maintenant, avec les années 2000 et les années 2010, on entre dans une période où la technologie est en train de rattraper vraiment ce qui a été créé en termes de science-fiction pendant le XXe siècle, et on entre dans vraiment une accélération à ce niveau. Et tous ces imaginaires se trouvent de plus en plus obsolètes et utilisés vraiment plus pour le côté nostalgique que ça peut avoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment tout ce qui relève des imageries de voyage dans le temps, c'est pas tout à fait toujours du voyage dans le temps. Je pense à un film de Duncan Jones, le fils de David Bowie, qui s'est illustré en faisant Moon. Le film qu'il a fait juste après avec Jake Gyllenhaal, dont le nom m'échappe. Source Code. Source Code, merci. Qui est vachement bien. Et qui part du postulat qu'avant la mort, en fait, on enregistre 8 minutes de mémoire tampon, en gros, et qu'on peut projeter des gens dans cette mémoire. En fait, Jake Gyllenhaal est projeté dans la mémoire d'une des victimes d'un crash dans un train. C'est pas proprement parler du voyage dans le temps, mais le récit va le traiter comme tel. Et j'ai l'impression de voir de plus en plus ce genre de démarche aujourd'hui, où en fait on ne parle pas à la base de voyage dans le temps, mais en fait on en revient à cet imaginaire-là en essayant de réinventer. Donc je parlais surtout de Source Code, qui m'a tellement marqué que j'ai oublié le titre. Je vais parler jeux vidéo. Ok. D'accord. Donc dans le jeu vidéo, il y a une dimension supplémentaire qui est le gameplay ou l'interactivité. Et donc on a des jeux vidéo qui ont un traitement linéaire, scénaristique, du voyage dans le temps. On subit une histoire qui parle de voyage dans le temps. Mais il y a effectivement des jeux qui utilisent le temps comme une source on va dire, d'énigmes. Et il y a deux jeux en particulier. Donc il y a un jeu sur lequel je ne vais pas parler, c'est Braid, qui utilise le temps de façon dynamique très intéressante, mais ça n'apporte rien au débat. Par contre, il y a un jeu, on va dire un peu de la période de Chrono Trigger, milieu des électroniques, qui s'appelle Blade of the Tentacle, dans lequel on a trois personnages qui sont à trois époques différentes, une période de l'indépendance de l'Amérique, une période moderne, une période futuriste. Et on contrôle ces personnages de façon simultanée. Et quand on fait quelque chose qui affecte quelque chose dans une époque, quand on coupe un arbre, cet arbre disparaît dans le présent et disparaît dans l'avenir. Et donc, les personnages s'entraident en temps réel de façon subjective du joueur, mais en utilisant cette mécanique temporelle, et c'est assez sympathique. Sinon, il y a un autre, pour citer un exemple précis de puzzle, d'énigme dans un jeu vidéo qui utilise le temps, qu'on retrouve dans Sorcerer, dans Glayland, voilà. C'est, vous avez le personnage qui vient du futur, qui se parle à lui-même, qui est son alter ego du présent, et quand vous devenez ce personnage du futur, il faut faire exactement les mêmes répliques que vous aviez vues dans le passé, sinon vous provoquez paradoxe, voilà, et que le jeu s'arrête. Donc c'est on va dire le niveau zéro de l'énigme dans le jeu vidéo, voilà, mais ça apporte on va dire une petite astuce sympathique. Voilà. Moi du coup, je ne vais pas parler de jeux vidéo, mais Deus Ex Tentacle, effectivement, c'est un très bon exemple. En plus, il va ressortir bientôt en version remaster. J'ai vu ça aujourd'hui, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est aussi une bonne occasion. Voilà, moi je vais parler d'un auteur de manga en fait, qui est un peu, dont je suis extrêmement fan, qui est Leiji Matsumoto, c'est le créateur d'Albator. Et en fait, lui, le voyage dans le temps, une forme de voyage dans le temps, est vraiment au cœur de toute son œuvre. C'est d'ailleurs assez confusant, je ne sais pas si ce terme existe pour de vrai. Pour ceux qui découvrent, ceux qui ont pu voir les séries animées par exemple, ont toujours un peu de mal avec le fait que par exemple Albator 84 n'est pas la préquelle de Albator 78 ni la suite, c'est un autre Albator dans une autre continuité, parce qu'en fait toute l'œuvre de Matsumoto est construite autour de l'idée que le temps est une boucle qui donc recommence infiniment plutôt. Voilà, c'est ce qu'il appelle le Tokinoa, donc la boucle du temps. Et en fait, pour lui, c'est une espèce de reboot permanent où des personnages qui voyagent vers l'espace voyagent aussi à travers le temps et rebootent leur propre histoire en fait. Donc c'est très très étrange et toute son œuvre, absolument toute son œuvre est construite là-dessus. Et ce qui est particulièrement dommage, c'est que les règles, on va dire, de son œuvre sont expliquées dans un manga qu'il a dessiné en 1975, qui s'appelle Mirai Zurban, et qui est absolument inconnu en dehors du Japon. Même les Japonais ne le connaissent pas pour la plupart. Donc jamais traduit ni en anglais, ni en français, ni en italien, ni dans aucune langue. Alors que toutes les clés pour comprendre le reste de son œuvre sont là. Donc s'il y a des éditeurs de manga dans la salle, s'il vous plaît, traduisez-le. Mais voilà, et une fois qu'on a compris en fait que chez Matsumoto, les personnages, chaque histoire est
une continuité, une boucle sans fin, et ben on s'épargne en fait beaucoup de migraines. Et ça, c'est bien. Donc bah, si vous voulez vous remettre à Matsumoto, ce sera peut-être plus simple en sachant ça. Mais du coup, c'est un voyage dans le temps qui est... Est-ce que les actions des personnages peuvent avoir une vraie influence ou est-ce qu'ils vont toujours en revenir à leur point de départ, entre guillemets? Alors en fait, les personnages eux-mêmes n'ont pas forcément conscience de cet certain recommencement du temps. Par contre, il peut y arriver, notamment dans une œuvre qu'il a fait qui est inspirée de l'Anneau des Nibelungen de Wagner, à sa sauce, donc ça n'a plus grand chose à voir avec l'opéra, mais où on a les dieux qui sont une espèce de race avancée, qui eux sont au centre de l'univers, donc en dehors du temps, entre guillemets. Le temps tourne autour d'eux et essaye d'empêcher les humains en fait, de devenir trop gênants en changeant le passé. Et en fait. C'est pas très fair-play. Non, pas du tout. C'est les dieux du Valhalla, mais version wagnérienne, donc ils sont pas sympas. Et donc voilà, et on voit la continuité qui change en cours du manga, et c'est très particulier à suivre, mais c'est assez intéressant. Ok. Parfait. Bon, parlons post-apo. Parlons post-apo. Non. J'aurais dû te faire un jingle, le point Ouais. post-apo. Non, j'amènerais juste moi sur un aspect plus théorique. C'est le rapport du voyage dans le temps dans la fiction. On a parlé beaucoup de côté science-fiction, machine, mais il y a aussi un côté le dormeur éveillé. C'est-à-dire le personnage qui dort, cryogénisé dans des versions plus récentes, et qui va se retrouver projeté dans un temps futur. Donc ça c'est quelque chose qui remonte au 19e siècle. Donc je citerai juste Édouard Bellamy, un roman de 1888 qui est Looking Backward, et un roman d'un Anglais qui est une réponse à l'américain, qui est William Morris, donc qui est, je retrouverai le titre, qui est juste 1884. Et donc l'idée du 19e siècle, c'est que le voyage, le dormeur éveillé, c'est de projeter quelqu'un de l'avant, donc du temps présent, vers un temps futur. Au XIXe siècle, on est dans une lecture de l'utopie politique, socialisme, libéralisme. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire projeter l'individu, nous en tant que... Tu vois, le principe, c'est que lire ce type d'ouvrage au moment où il a été écrit, c'est prendre à témoin le lecteur et lui dire « Regarde ce que pourrait ressembler l'utopie ». Donc ça, c'est... voilà. Et il y a toute une histoire de dormeur éveillé à travers la fiction jusqu'à nos jours. On a parlé tout à l'heure de Planète des singes. C'est une forme dérivée, donc l'astronaute qui va dormir, qui va se réveiller dans un futur très lointain. Et il y a le voyageur dans le temps, c'est-à-dire la machine, ce genre d'éléments. Et toute cette fiction-là, à travers la bande dessinée, le jeu vidéo, le cinéma, la série télé, c'est toujours cette histoire du rapport de l'homme du passé, l'homme du temps présent, qui va découvrir le monde du futur. Mais il y a aussi énormément de fiction qui projette l'homme du futur vers le temps passé. Et il y a un jeu comme ça, d'aller-retour. Terminator, par exemple, c'est la projection d'un homme du futur. Et je dérive encore sur le post-apo, mais c'est mon sujet d'étude actuellement. Et j'ai collecté énormément de récits qui traitent justement de ce que j'appelle l'homme de l'avant, le P0. Et l'observateur, soit il est juste observateur passif, donc ce que je parlais des romans du 19e siècle, c'est-à-dire que le personnage est là juste pour observer un système futur, et donc nous en parler. Et passé le 19e siècle, à partir d'entre-deux-guerres, l'observateur, l'homme qui va dans un futur, se met à être réactif, c'est-à-dire qu'il va agir. Il y a un roman de H.G. Wells, Quand le dormeur s'éveillera, de 1899. C'est un personnage qui s'endort, qui se réveille 500 ans plus tard, et il découvre un système politique devenu monstrueux, et il va agir pour pouvoir provoquer une révolution et amener son savoir de lui, de l'homme du temps du présent. Voilà. Et ce que je trouve fascinant dans tout ce type de fiction, c'est ces jeux d'aller-retour. Est-ce que selon toi, le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind relève justement de l'idée du dormeur éveillé? Oui, ça c'est une variante. Ouais. C'est une variante. Le voyage dans le temps, c'est voilà, plein de possibilités. Il y a aussi un aspect fantastique qu'il ne faut pas négliger. Moi j'ai lu pas mal de romans où le personnage, par exemple, il a pris une drogue, il va se retrouver projeté dans un futur lointain. Il y a l'aspect magique, il y a différents, voilà, il y a plein
de mode de voyage dans le temps, passé, futur, présent. Et ce qui est intéressant, c'est toujours prendre le personnage et qu'est-ce qu'il va faire par rapport à ça. Et du coup, toi, dans cette logique du dormeur éveillé, est-ce que tu préfères les œuvres où il est simple observateur ou les œuvres où il agit sur le futur dans lequel il se retrouve? Pareil, c'est un panel de propositions. Lire un roman du 19e siècle, c'est lire aussi l'histoire politique du 19e siècle. Là, récemment, j'ai lu un roman des années 60, un roman anglais, où c'est un dormeur éveillé qui vit dans une utopie techno-futuriste, se fait cryogéniser parce qu'il y a une histoire de cœur, il se passe mal, sauf qu'il y a une grande crise qui renverse toute la civilisation, il se réveille 1000 ans plus tard, et c'est une société qui est régressive, c'est-à-dire qui est revenue à un stade néo-médiéval. Et le gars va pouvoir à un moment introduire le germe d'une renaissance qui est en fait la redécouverte de l'énergie à vapeur. Et donc c'est le petit élément qui va permettre à la société de renaître. Ça c'est une grosse thématique dans le post-apo, désolé, mais qui est très intéressante, c'est voilà, ce type de personnage du passé qui amène avec lui les connaissances du passé, la civilisation des notions, va pouvoir interagir et provoquer une renaissance. C'est aussi le film La machine à remonter le temps, à explorer le temps de George Pal, qui est toute cette problématique. C'est-à-dire que le voyageur du passé découvre un futur très lointain, revient chez lui, ramène des livres avec lui pour réapprendre des notions de civilisation. Ça, c'est une des thématiques très intéressantes sur ce type de récit. Curiosité, est-ce que tu as vu Evil Dead 3? Et si oui, as-tu vu la fin alternative? Je n'ai pas vu la fin alternative, D'accord. j'adore le film. Parce que ça cumule dormeur éveillé et les post-apos. Je pense que tu seras très heureux de voir. J'attends la série d'ailleurs. Ouais. Enfin voilà, c'était juste pour... voilà. Il y a ce panel intéressant de différents types de possibilités. Et qu'on n'est pas uniquement dans la science-fiction, mais aussi dans des recours purement narratifs. Patrick? Ben, du coup, est-ce que tu peux me rappeler la question? C'est Ça remonte à déjà très longtemps. La question à la base, c'est dans toutes les utilisations possibles du voyage dans le temps comme outil scénaristique, lesquels tu préfères ou tu trouves les plus intéressants? Alors, dans le cadre des récits de voyage dans le temps, je trouve que le motif de la boucle donne lieu à des œuvres très intéressantes. Je pense notamment à L'Armée des 12 singes. Il y a ce... Attention, ne spoil pas, c'est ce soir, il y a des gens qui... Je pense que c'est le même exemple. Disons qu'il y a ce principe d'inéluctabilité, cette idée que le destin s'est déjà accompli et qu'on ne pourra rien y changer. Donc on retrouve ça aussi dans Denis Darko, on le retrouve dans Un jour sans fin, le principe de boucle. Et donc c'est un motif très simple, mais qui, s'il est bien traité, peut donner lieu à des histoires assez géniales. Et donc voilà, c'est les trois films qui me viennent à l'esprit, qui exploitent le mieux, je pense, ce système de boucle. Il y a Looper aussi, qui est sorti il y a 2-3 ans, que j'ai trouvé assez réussi dans son concept, l'idée d'une mafia du futur qui envoie ses victimes dans le passé pour qu'elles soient éliminées par des non mais en vrai c'est complètement con. De quoi? Désolé hein, De quoi? mais non mais c'est complètement con comme concept. Parce que parfois ils peuvent juste les tuer et... ils peuvent juste les tuer et envoyer le corps dans le passé. Pourquoi ils les envoient vivants? Bah écoute, je pense que tu devrais écrire au scénariste. Je vais dire, vous avez écrit de la merde. Moi je trouvais ça intéressant d'utiliser le voyage dans le temps. Tu me parles d'utilisation du voyage dans le temps comme ressort scénaristique. Je trouvais ça intéressant d'utiliser le voyage dans le temps comme outil de la mafia en fait. Utilisons le voyage temporel, non pas pour explorer le temps, mais pour faire nos sales besognes. Et je trouvais ça original en fait, parce que c'est vrai que alors, je suis d'accord. C'est difficile de réinventer la thématique du voyage dans le temps. Ça, je trouvais que c'était assez bien vu. Et sinon, pour parler de jeux vidéo, il y a un jeu que j'aime beaucoup sur la PlayStation 4 qui s'appelle Life is Strange, qui est un jeu trop méconnu à mon goût. Il vient de sortir le dernier chapitre. Le dernier chapitre est sorti. On va pas spoiler. C'est un jeu qui marche comme une série, avec plusieurs épisodes, plusieurs saisons en fait d'ailleurs. C'est un jeu français. C'est un jeu français, il faut le signaler, même si c'est produit par Squaresoft, mais c'est une équipe française. Et donc l'idée est très simple, on incarne une jeune fille, une jeune étudiante en photographie qui a la capacité de revenir dans le passé, mais de façon relativement réduite, on va dire. Elle peut revenir un quart d'heure en arrière, quoi, et ça lui permet de modifier ses actions, de modifier ses dires aussi. Par exemple, on a un dialogue avec une personne, on s'aperçoit que ce qu'on lui a dit va avoir certaines conséquences sur la suite du jeu, donc on peut revenir en arrière et lui dire autre chose. Et je trouve que le concept est extrêmement bien exploité. Le fait de pouvoir juste revenir quelques minutes en arrière, ça peut changer beaucoup de choses, et donc du coup, évidemment, il y a des tas de fins possibles à ce jeu-là, qui découlent directement de nos actions et de nos paroles. Et voilà, pour ceux qui ne
ne connaîtraient pas, Life is Strange sur PlayStation 4, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué ces derniers temps, et pas seulement pour ça, pour le principe, mais aussi parce que c'est un jeu qui s'inspire de tout un tas de références cinématographiques, Donnie Darko, l'effet papillon, il y a un petit côté Twin Peaks aussi, et c'est vraiment un petit bijou. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas. Tu voulais dire quelque chose, François? Je voulais dire, Mimi, suspends ton incrédulité. Tu m'as fait Je veux peur. bien suspendre mon... Pas de faire. Patrick, je veux bien suspendre mon incrédulité, mais il y a, je pense quand on parle de choses aussi... en fait, si je regarde un film sur le voyage dans le temps, je suspends déjà mon incrédulité, puisque je pars déjà du principe que, ok, on va voyager dans le temps. Du coup, je suis, je pense, un peu plus exigeante sur le reste, parce qu'on parle déjà d'un concept absolument... pour l'instant, on va une seconde par seconde, ce qui est complètement fou. Du coup, c'est quelque chose qui est absolument irréaliste actuellement. Donc, moi, j'aime beaucoup les films sur le voyage dans le temps, c'est un de mes thèmes préférés, mais je suis plus exigeante. Est-ce que tu as un micro qui marche pas? Non, il marche pas, mais c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est demander à la mafia de Looper d'envoyer les gens dans le passé, mais genre juste avant que la grosse météorite tue les dinosaures. C'est Donc, vrai? comme ça, on Pourquoi s'en ils font pas débarrasse et ça marche. Voilà. Donc voilà, en fait, moi j'adore l'outil du voyage dans le temps, mais je trouve marche. qu'il est souvent exploité avec un peu de facilité. C'est pour ça que je voulais savoir quelle est votre utilisation préférée Où il y a mieux, il y une a histoire. Quoi. un roman, Les Déportés du Cambrien, de Silverberg, que je vous conseille, où là c'est une dictature américaine qui projette ses prisonniers politiques très très loin dans le passé, donc à l'ère Cambrien. Donc il n'y a pas beaucoup de bestioles, il n'y a rien, et les prisonniers doivent se débrouiller. Donc dans un temps suffisamment loin, qui n'affecte pas l'évolution. Parce que ce qui est intéressant... Mais est-ce qu'il les surveille ou il les surveille pas du tout? Non, il les laisse se débrouiller. Ok. Donc avec différentes factions idéologiques. Mais ils ont aucune idée de comment... Comment revenir, non. Comment faire un arc Enfin, le régime ne sait pas comment ils vivent. Ils ont parti là. Ils les envoient et bye bye. Ils sont tranquilles. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche une des questions du rapport du voyage dans le temps, qui est la projection passée. C'est peut-on modifier dans le passé? Ça, c'est un des textes de Barjavel, le voyageur imprudent, du fait que retourner dans le passé pour tuer son père, est-ce que tu peux exister à ce moment-là? Si tu n'existes pas, tu ne peux pas faire le voyage dans le temps et tuer ton père. Et donc, c'est ce problème de cette boucle. Et ça, c'est une des grandes thématiques du voyage dans le temps passé, alors que la projection future, c'est un cadre ouvert, puisque le personnage du passé peut modifier le futur. C'est une très belle transition vers ma prochaine question, qui est est-ce que vous préférez, donc je me base sur la série Lost pour cette question, donc dans Lost à un moment il y a des histoires de voyage dans le temps, et il y avait deux factions chez les fans et même au sein des personnages de la série. Il y avait ceux qui pensaient qu'il est impossible de changer ce qui est arrivé, donc si on remonte dans le passé pour essayer d'empêcher une action, tout ce qu'on va faire c'est la provoquer, et ceux qui pensaient qu'on pouvait vraiment remonter dans le passé et changer les choses. Donc c'est une dichotomie qui est souvent évoquée quand on parle de voyage temporel, notamment avec Barjavel. Et je voulais savoir si vous avez une préférence pour une des deux options. Donc on a parlé du schéma de la boucle et du fait que peu importe ce qu'on fait, on va retomber sur la même situation qu'on essayait de changer. Mais il y a aussi beaucoup d'œuvres où en fait il est possible de changer le futur, de changer le présent plutôt en revenant dans le passé. Donc est-ce qu'il y en a une que vous trouvez vous plus intéressante au niveau artistique en tant que public ou en tant que vous faites de la recherche aussi sur les œuvres? Non, là c'est le panel des propositions. Donc qu'on soit pour ou contre, à partir de là c'est l'œuvre, ce qu'elle va nous proposer qui va nous rendre intéressant. Alors c'est vrai que je reviendrai peut-être sur pas mal de romans, mais il y a aussi un roman de Silverberg, La Porte des Mondes, qui nous décrit un univers où l'Europe n'a pas colonisé l'Amérique. Donc ça bouleverse toute l'histoire. Et donc on est dans un univers différent. Et un autre roman de Brunner, où là c'est l'Invincible Armada qui s'est emparé l'Angleterre, donc crée un monde uchronique, et qui est peu développé technologiquement, sauf qu'il dispose d'un service temporel. Et un des agents va à un moment modifier l'histoire, et simplement l'histoire, ça sera la nôtre, cette histoire modifiée. Donc après, c'est juste une question de proposition. Au moment où on touche l'histoire, qu'est-ce qu'on va produire? Il y a Paul Anderson dans La Patrouille du Temps, là aussi c'est une histoire de service temporel. À un moment, il y a des personnages qui vont interagir avec le passé,
faire remporter la guerre punique, la deuxième guerre punique par Hannibal, ce qui modifie complètement le monde aussi. Et après, aux événements temporels, de rétablir le flux traditionnel. Donc c'est vraiment une question de proposition. Qu'est-ce que nous propose l'auteur? Est-ce qu'on joue avec ça, on modifie? Voilà, c'est tous ces jeux. Après, ce qui est intéressant, c'est avec le voyage dans le temps, c'est vraiment tester les limites de ce qu'on peut concevoir. C'est tester les limites vraiment de. C'est pour ça que ce qui est intéressant avec ces histoires de voyage dans le temps, c'est tous les paradoxes que ça va poser. Je crois qu'il y a 5 grands paradoxes du voyage dans le temps que je serais totalement incapable de vous énumérer tout de suite là. Mais quel que soit, c'est ça, c'est une question de proposition après. Le whatever happened, ça marche bien parce que ça donne des phénomènes de boucle complètement incroyables. Ça rejoint la question philosophique du la poule ou l'œuf qui est arrivé en premier. Finalement, il n'y a ni début ni commencement. En fait, le voyage dans le temps fait partie de l'écoulement même du temps. En fait, les choses étaient faites de telle manière à ce qu'on arrive dans l'histoire au moment où l'invention du voyage dans le temps a été inventée, qui permet de revenir dans le passé et de créer ce passé qui mène jusqu'à la conception de cette machine à voyager dans le temps et ainsi de suite. Donc ça, c'est un gros mindfuck déjà. Mais sur la théorie aussi du changement de passé, ça peut être super intéressant sur la présence d'une même entité en plusieurs exemplaires à un certain moment, où ça rejoint aussi la théorie du multivers qui est super intéressante. Sur une œuvre qui m'avait marqué, qui n'est pas du voyage dans le temps, mais qui le rejoint quelque part dans la manière dont on peut le développer, c'était la Croisée des mondes de Philippe Pullman, qui part du principe que à tout instant, des milliards d'univers parallèles sont créés, à chaque, par exemple, micro-mouvement différent qu'on peut faire. Si je décide de vous parler en mettant ma main comme ça ou sur mon genou, ça fait déjà un univers différent qui vient d'être créé. Et ainsi de suite, voilà. Il y a une question de voyage à travers ces différents univers. Quelque part, ça rejoint la thématique de voyage dans le temps, parce que c'est comme si on voyageait dans le temps, qu'on changeait ce qu'on avait fait, et que ça crée un univers différent. Et donc finalement, ça se rejoint, c'est complètement fou, oui. Juste pour le multivers, pour citer une autre œuvre, c'est l'œuvre de Warren Ellis, Authority, qui joue beaucoup sur le multivers, justement sur la démultiplication des univers parallèles, qui est très intéressant. Puisqu'on est là censé aussi glisser des œuvres, c'est ça? Oui, c'est tout à fait permis. Du coup, justement, moi, ça me permet de rebondir là-dessus, parce que je veux revenir sur Chrono Trigger, ce jeu dont je parlais tout à l'heure, où un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, il y a 2 épisodes dans cette courte série donc de Squaresoft. Chrono Trigger, qui est donc le jeu original, Chrono Cross, qui est la suite. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que Chrono Trigger, bon, je ne vous spoil pas le jeu, mais le point de départ, c'est une bande de héros qui se découvrent les moyens de voyager dans le temps, qui, après quelques sauts temporels, se retrouvent dans un futur post-apo, et en fait, découvrent qu'en l'an 2000, je ne sais plus exactement quand ça prend place, probablement l'an 2000, c'est souvent ça, il y a eu un cataclysme qui a détruit le monde. Et à partir de ce moment-là, ce groupe de héros se dit, on va remonter dans le passé et empêcher ce cataclysme d'arriver. Ensuite, c'est compliqué. Mais voilà. Toujours est-il que à la fin du jeu, c'est bon, le monde est sauvé, entre guillemets, le cataclysme a été évité, c'est la loi, tout ça, les gentils ont gagné, blablabla. Pas grande surprise, hein, ça reste un RPG, on est là pour gagner à la fin. Et ensuite arrive Chrono Cross. Et Chrono Cross, au premier abord, n'a pas en fait de lien avec Chrono Trigger. On ne se rend pas forcément compte tout de suite du lien qui existe entre les 2 jeux. Et Chrono Cross, il n'y a pas de voyage dans le temps. Le héros de Chrono Cross découvre que, en fait, il peut basculer entre 2 réalités alternatives. Donc une dans laquelle il est mort quand il était enfant et l'autre dans laquelle il est vivant. C'est dur comme choix. Voilà. Mais en fait, il peut basculer entre l'une et l'autre. Et en fait, on finit par se réaliser que ces réalités alternatives existent parce que les héros de Chrono Trigger ont changé la timeline et qu'en fait, ça a eu des conséquences. Tout n'est pas joie et allégresse. Ça a foutu le bordel dans le micmac temporel. Et en fait, ça a des conséquences tragiques et potentiellement encore plus dangereuses que le cataclysme qu'ils ont empêché dans le premier jeu. Donc ça, c'était assez intéressant d'avoir ce côté, le voyage temporel fun dans le premier jeu, et les conséquences dramatiques, difficiles que ça peut engendrer. Et on sent quelque part, les scénaristes aussi ont profité des 2-3 ans qui séparent les 2 jeux pour réfléchir au fait, est-ce que le fait de devoir changer tout ça, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence plus générale. Et un autre truc que dont je voulais parler, c'est
un ressort, on va dire, scénaristique, qui est vraiment un ressort de confort, j'ai envie de dire, pour les scénaristes. Donc, la plupart des œuvres qui utilisent le voyage temporel, c'est ce qu'on appelle l'immunité du voyageur temporel. C'est-à-dire que le voyageur temporel, entre guillemets, n'est pas affecté ou n'est pas affecté tout de suite par les choses qu'il a modifiées. Donc il garde le souvenir de la timeline précédente, de comment ça devrait être, comment ça pourrait être. Et bon, c'est très pratique, hein, parce que si le héros lui-même ne se rappelle pas qu'il a changé un truc, ça va être dur de raconter une histoire. Dans le jeu vidéo, c'est encore plus le cas, puisque le joueur sait ce qu'il a fait. Donc même si on imaginait que le héros oublie, on ne peut pas dire au joueur « non, tu ne te rappelles pas ». Donc voilà, mais on peut se poser la question, est-ce que, c'est un peu, je voyais Retour vers le futur forcément il y a quelques jours, le premier épisode, où Marty commence à disparaître à un moment donné parce que ses parents du coup ne se sont pas rencontrés, mais c'est une disparition physique, mais il a quand même tous les souvenirs de la timeline qui a été effacée. Donc c'est le genre de choses on Je crois que ça a été théorisé par certains auteurs comme en gros, tant qu'il te reste dans la... Donc, moi je suis là, je reviens dans le passé pour changer un truc, et tant qu'il me reste une possibilité d'annuler ce changement et de revenir à l'état actuel des choses, je ne suis pas affectée. Mais dès que je suis allée trop loin, donc comme Marty, quand c'est allé trop loin et que ses parents vont vraiment pas finir ensemble, il commence à disparaître parce qu'il commence à perdre la possibilité d'annuler le fait qu'il est venu en gros, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais du coup, c'est vraiment des règles, on va dire, qui ont été un peu imaginées par les auteurs pour se permettre des portes de sortie également. Mais voilà, on pourrait imaginer une histoire de voyage dans le temps qui marcherait très bien. Après, une fois que le changement est fait, le héros lui-même serait totalement absorbé par la nouvelle continuité. Voilà. Il y a un auteur qui veut se lancer là-dedans. Mimi, j'ai une très belle citation d'Alexandre Dumas qui n'a jamais écrit sur le voyage dans le temps pour toi, pour la rédaction de Mademoiselle, c'est « On peut violer l'histoire, à condition de faire de beaux enfants ». C'est horrible. Mais ça tombe bien dans la... Non, il a dit ça. Non, mais il a dit ça, c'est pas mal. Je cite Alexandre Dumas. Sinon, je vais me faire détester. Bon. Ah non, là, t'es super bien parti. Non, mais là, non. Personnellement, quand ce micro marche pas, il marche pas. Quelqu'un, tu me donnes ton micro? Voilà, le micro te déteste déjà. Voilà, le micro me déteste. En tant que fabricant d'histoires, je vends des histoires et on me paye pour ça, c'est extraordinaire. Moi, je déteste les gens qui attachent trop d'importance au spoiler. C'est-à-dire, ne me spoilez pas la fin, tout ça, etc. Moi, au contraire, connaissez la fin des choses, comme ça vous pouvez mieux apprécier le voyage qui va vous amener jusqu'à la fin. Et donc moi, je suis absolument pas pour cette sacralisation du pratique, ça. C'est vraiment très très pratique. Je ressentirais ça aux gens qui spoilent involontairement maintenant. Ah mais moi, personnellement, non mais... J'ai fait ça pour votre bien. Non mais... Oui, il y a un genre qui a disparu, qui était prédominant il y a 2000 ans, qui était la tragédie. C'est-à-dire que la tragédie, on sait comment ça se fait, on sait que le mec va mourir, on sait même comment il va mourir, et là on s'installe et on se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer avant? C'est un peu le contraire du post-apocalyptique, c'est-à-dire que vous savez que la météorite va arriver dans 12 heures, que tout le monde va mourir, qu'est-ce qui se passe avant? Et ça, c'est très très intéressant, on l'a complètement oublié. Et c'est pour ça que, pour répondre précisément à ta question, je trouve que, en tant que fabricant d'histoire, il est l'aspect, l'immuabilité de la ligne temporelle, c'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu ne pourras rien changer. D'une part, on est dans le contexte tragique, c'est-à-dire que la fin, on la connaît déjà, l'armée des 12 singes, et je vous spoil. Et voilà. La fin, mais ils ont tous dit. Incontrôlable, baïonnez-le, tu vas vous spoiler d'autres choses. Non, la fin, on la connaît déjà. Donc, les a tous lus. Vous pouvez avoir de temps en temps des soubresauts d'espoir en disant mais peut-être que je suis en train de regarder un spin-off de Dans mes 12 chambres, ça va peut-être passer différent. Et non, vos espoirs sont écrabouillés, vous ressentez quelque chose, c'est très bien. Et en plus, ça nous fait face à notre propre condition et ça rend l'histoire complètement humaine. C'est-à-dire, vous allez un jour, je vous spoil, hein, vous allez mourir un jour. C'est vrai, non, mais voilà, vous allez mourir. C'est pas moi qui fais la liste d'invités, je fais comme ça, je vais pas décider de qui était invité à cette table. Non, et malheureusement, donc je veux dire, ne vous illusionnez pas du tout, profitez bien de ce qui se passe avant. Et en ça, l'œuvre, elle prend une dimension beaucoup plus intéressante. Voilà. J'ajoute un dernier petit point concernant comment ça s'appelle, l'aspect de
je connais une expression que tu as utilisée très astucieuse sur l'immunité du voyageur temporel. Alors, moi j'ai une théorie de fibre. Alors, La prochaine fois, on fait un jingle aussi pour ça. L'univers a plusieurs dimensions. L'une d'entre elles est peut-être le temps. Voilà. Et sachez que dans la loi de la physique, jusqu'à présent, Einstein a eu raison. Donc peut-être qu'il aura tort dans 50 ans avec des expériences étranges, mais en tout cas pour l'instant il a raison sur un point, c'est que rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens, rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière, qui est une vitesse très rapide, 300 000 km/s, mais qui est finie. Et c'est-à-dire que même si vous avez une corde de 1 milliard de kilomètres, quand vous tirez sur la corde, la corde elle va se tirer au bout, on va dire, avec un petit temps de retard. C'est-à-dire la transmission de l'information atome par atome que vous tirez la corde va à la vitesse de la lumière. Et la transmission de l'information d'un paradoxe temporel, de l'altération d'une ligne temporelle, forcément se propage dans une dimension qui est le temps, forcément à une vitesse limitée. Donc pour moi, si à une certaine distance temporelle, vous supprimez, les dinosaures survivent par exemple parce que vous avez empêché la météorite, eh bien, on va dire que ça va prendre du temps pour que ça s'intègre. Donc pour moi, c'est assez logique au niveau physique. Voilà. Fin de la parenthèse. C'est la théorie de Fibre. Merci Fibre. Patrick, on t'a pas beaucoup entendu sur cette question, donc tu as exprimé ton amour de la boucle. C'est-à-dire que je l'ai déjà oublié, hein, puisque j'arrive. Voilà, répéter. Donc la question c'était est-ce que tu es plutôt friand du ce qu'il s'est passé se passe pas forcément, et qu'en essayant d'empêcher quelque chose, tu as juste beaucoup de chances de le provoquer, ou est-ce que tu aimes bien aussi les histoires où il est possible de changer pour de bon le futur? Les deux ont leur intérêt, puisque tout à l'heure on parlait de boucle, là on est typiquement dans un cas de figure où quoi qu'on fasse, le futur ne sera pas modifié. Et en fait, il y a deux types de voyage temporel. Il y a le voyage temporel avec une seule ligne temporelle. Donc c'est ce cas de figure dans lequel intervient le paradoxe du grand-père. Si je reviens dans le passé et que je tue mon grand-père, du coup je ne pourrais pas naître et du coup ça crée un paradoxe. Mais ce paradoxe s'évapore dès lors qu'on prend en compte la théorie des multivers, qui veut qu'à chaque déplacement dans le temps, on crée une ligne temporelle parallèle, et donc on tue notre grand-père dans une ligne temporelle où il n'est pas notre grand-père en fait. Donc on peut continuer à vivre. Et les deux cas de figure sont très intéressants, et dans le registre des multivers, on retrouve beaucoup d'univers dans lesquels on peut s'amuser du coup à créer des tas de scénarios de type what if, donc des uchronies. Donc on en parlait hier, la table ronde sur le temps dans la science-fiction. Toute la mythologie Marvel, par exemple, repose sur le principe de multivers. On a une infinité de terres, et ça permet donc d'imaginer ce qui se serait passé si tel ou tel détail était légèrement différent. Et donc on parlait notamment de Watchmen, qui est un exemple d'uchronie fantastique dans laquelle les États-Unis gagnent la guerre du Vietnam parce qu'ils ont de leur côté une espèce de démiurge capable de modifier la matière à l'échelle moléculaire, donc c'est le docteur Manhattan. Et donc Alan Moore, qui est un scénariste génialissime, a imaginé tout ce qui se serait passé si un tel être avait existé et s'il avait fait partie de l'histoire des États-Unis, quoi. Et donc on parlait aussi hier de Superman Red Son, donc là en univers DC Comics, mais qui lui aussi donc, repose sur le système de multivers. Et donc dans cette histoire de Superman, Superman n'est pas tombé aux États-Unis, mais en Union soviétique. Et du coup, la couverture est très belle, puisqu'on a une espèce de style graphique de propagande communiste. Et Superman a un marteau et une faucille à la place du S sur son poitrail. Et donc voilà, on imagine tout ce qui se serait passé si ça s'était déroulé comme ça. Superman essayant d'imposer l'idéal communiste à la planète entière, mais de manière tout à fait bienveillante. Et du coup, il a une sorte d'opposant en Russie, hein, qui est en fait Bruce Wayne, qui est Batman, mais qui est aussi russe. Donc il y a une toque dans le truc. Et donc du coup, il s'appelle Bruce Wayne ou il s'appelle je ne pense pas qu'il s'appelle Bruce Wayne. Ils ont dû s'arranger. Boris, voilà. Il s'appelle Boris. Et donc voilà, le principe du multivers permet ça, quoi. Permet l'extravagance scénaristique qu'offrent les uchronies. Et d'ailleurs, je crois que est sorti le pilote de l'adaptation du Maître du Haut Château de Philippe K. Dick, dans lequel il imagine que les nazis ont gagné la guerre,
Ça, c'est un thème chronique classique. Et il me semble que la série, le pilote de la série est sorti, je ne l'ai pas encore vu. Mais Il est très bien. C'est Le cool. pilote est passé et la série a été validée pour être réalisée intégralement. D'ailleurs, dans Watchmen, l'introduction de Watchmen est vraiment superbe. Ouais. Quand ils refont en fait en quelques tableaux toute l'histoire alternative des États-Unis. Et pour moi, c'est vraiment une introduction qui, même sur la forme, définit parfaitement l'Uchronie, parce que c'est déjà magnifique visuellement, mais c'est de l'image fixe, dynamique en fait. C'est de l'image fixe qui est au méga ralenti dans laquelle la caméra se balade, et ça montre à la fois par la forme le côté vraiment, comment dire, la lourdeur de l'histoire, de tout ce qui s'est passé, le poids de l'histoire, mais on est sur un côté mouvant, quoi. C'est de la lourdeur, mais amovible. Voilà, c'est l'Uchronie. C'était la parenthèse formelle. Un autre exemple d'histoire de voyage temporel dans lequel chaque action modifie l'avenir, c'est, alors je crois que le titre c'est Sound of Thunder, c'est une nouvelle de Ray Bradbury, qui a été adaptée je crois au cinéma. Et donc l'idée c'est qu'il y a une espèce d'agence de voyage temporel qui permet aux gens d'aller se balader voilà, au Jurassique ou au Moyen-Âge, où ils veulent. Et puis donc ils sont dans une espèce de bulle, parce qu'il ne faut interagir avec rien du tout sous peine de modifier totalement le futur. Et donc ça part un petit peu en vrille au moment où un des personnages qui est donc à la préhistoire embarque, sans le faire exprès, un papillon dans sa bulle. Du coup, quand il revient dans le présent, tout a été dramatiquement modifié. Et donc voilà, on est typiquement dans un cas de figure de futur modifiable, en opposition au futur préétabli et inchangeable. Et je pense que dans les deux cas, il y a des choses très intéressantes à exploiter. Je pense qu'on va passer aux questions du public, si j'ai bien suivi le timing. Du coup, on va piquer le micro de Patrick. Attends, il y a une super question. Ah, on verra à la fin si on a le temps. C'est d'abord Le le poser au public. Il y avait une question bonus. c'est si vous n'avez pas trop de questions dans une question bonus. Oui. Toute petite remarque par ma question, c'est un autre exemple qui est un peu dans le même lignée que Patrick, c'est le visiteur du futur de Patrick. Il revient dans le temps pour modifier des catastrophes qui risquent de se passer dans le futur. Un autre exemple de cette utilisation. On ne parle jamais assez de François Descraques. Bien d'accord. C'est un garçon formidable et effectivement, l'histoire du futur, c'est génial. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question pour vous, donc il y a aucune prise de position personnelle derrière cette question, c'est juste que j'ai envie d'avoir votre point de vue. Il y a 2-3 ans, il est sorti un jeu vidéo qui s'appelle Bioshock Infinite. Il y a eu une énorme polémique à partir de ce jeu vidéo. À sa sortie, il a été très aimé par la presse et les critiques et les joueurs, sauf que quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, certains sites sont revenus dessus, et certains youtubeurs sont revenus dessus en disant que c'était un très mauvais jeu. Tout simplement parce que on utilisait, je reprends les termes, on utilisait le voyage dans le temps comme un cache-misère d'un scénario qui était trop faible. Alors, moi, ma question en fait, c'est de savoir si déjà, est-ce que vous avez joué à Bioshock Infinite, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, et est-ce que la deuxième question par rapport à ça, c'était est-ce que vous pensez que le voyage dans le temps, comme outil, peut devenir un cache-misère pour un scénario? Voilà. On va commencer par la team jeux vidéo de cette table ronde. Alors, moi je me suis pas laissé prendre par Bioshock Infinite. Vous verrez, sans critique, j'ai donné 5 sur 10 le lendemain de sa sortie. C'est un jeu qui était calibré pour qu'il ait de bonnes notes pour les journalistes parce que il se finit dans le temps qu'il faut pour pas que ça prenne trop sur leur temps de travail. Et c'est un jeu avec beaucoup qui se joue qu'une fois, qui a beaucoup d'animation, de scènes dynamiques. Ce micro ne marche pas. Le scénario la faiblesse du scénario, c'est pas la peine trop d'épiloguer dessus, mais disons que c'est un scénario très prétentieux qui parle de physique quantique, qui parle de probabilité, et qui à la fin termine sur qu'est-ce que le multivers, mais le problème c'est que vous-même, vous êtes tous des geeks plus pointus que nous sur ces possibilités-là. Effectivement, quand on nous sert ça en nous disant c'est la révélation, c'est le messie scénaristique, ben non, on est juste un petit peu déçus, c'était très prétentieux. Voilà. J'étais aussi déçu par Bioshock Infinite, qui est un très beau jeu, je trouve, au niveau de la production value, enfin de la réalisation, mais qui, je trouvais qu'au niveau du gameplay, pour moi, c'est pas tellement l'histoire le problème de Bioshock Infinite. Au final, l'histoire, je l'ai bien aimé, même si effectivement, c'est pas une grosse surprise. C'est plutôt le fait que le gameplay est très bas du front, c'est arène, c'est une fête pour arène, piou.
Alors moi j'y ai pas joué donc je vais pas répondre à ça, mais pour ta deuxième question sur est-ce que le voyage temporel doit être un cache-misère, j'ai pas d'exemple en tête d'un film où vraiment, enfin d'une œuvre où le voyage temporel sert juste à cacher le fait qu'il n'y a pas de scénario. Par contre je trouve que des fois c'est du gâchis, par exemple dans la série Misfits, où c'est une bande de jeunes délinquants qui a des pouvoirs suite à un genre d'orage, on sait pas trop. Il y en a un qui a la capacité de voyager dans le temps mais il la contrôle pas, et du coup ils s'en servent quasiment que en Deus Ex Machina dans les épisodes où ses potes se font tuer. Ou juste, en fait, comme ça le traumatise, il remonte le temps et il revient avant qu'il se fasse tuer et il les empêche de se faire tuer. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir un personnage qui peut remonter le temps, mais qui le contrôle pas et qui sert juste à pas prendre de risques en tuant pas les personnages importants de la Mais alors, dans Harry Potter, le temps, pourquoi il n'est pas allé tuer Voldemort? Parce que déjà, si tu fais le calcul, j'ai plus le nombre en tête, C'est il ça, faudrait elle adore tourner ça. un grand nombre de fois pour remonter jusqu'à Voldemort. Et en fait, le retourneur de temps, il y a des règles très strictes qui fait que, moi le seul truc que j'admets sur le retourneur de temps, c'est complètement con de le filer à Hermione pour qu'elle puisse suivre 2 cours en même temps. Parce que cette gosse a 13 ans, ça ne marche pas. Mais je pense pas qu'on aurait pu s'en servir pour aller tuer Voldemort. Voilà, c'est mon avis. Après, je pense que sur le côté, il y a des jeux où ils introduisent du voyage dans le temps alors qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir. Là, récemment, enfin, même si je suis pas un joueur de World of Warcraft, j'aime bien l'univers de Warcraft. Les RTS, et j'ai suivi un petit peu ce qu'ils faisaient sur l'univers, et à partir du moment où ils ont commencé à introduire du voyage dans le temps, je me suis dit ouh. Donc voilà, ça devient un peu du grand n'importe quoi, donc je sais pas trop où est-ce qu'ils vont avec ça, mais voilà, là j'ai tendance à penser pourquoi commencer à vouloir mettre du voyage dans le temps là-dedans, était-ce bien sage, voilà. Est-ce qu'on a des réactions de ce côté-là Non, disons la table pas du tout ronde? Le temps, c'est une matière géniale à travailler. Il faut simplement réussir son coup. Donc il y a des gens qui peuvent l'utiliser de manière pertinente, d'autres qui peuvent rater leur projet. Mais la matière, c'est vraiment un truc, c'est une balle. On peut la tricoter dans tous les sens, la distordre et s'amuser à créer des univers. On a parlé du chrony, du voyage dans le temps. Voilà, le temps, par rapport à l'histoire, c'est vraiment un objet assez génial. Donc je pense que l'idée de terme de cache-misère, c'est un choix par rapport au jeu. Simplement les auteurs, voilà, ils décident de jouer avec ça. Ils ont raté leur coup, c'est tout. Donc, mais la matière, voilà, le temps, le jeu avec le temps, c'est une belle matière. Patrick? La question à la base, c'était sur Bioshock, hein, c'est ça? T'as du mal avec la question. Oui, c'était sur Bioshock. Ah, il y avait 2 questions, pardon. La question c'est si tu as joué à Bioshock, est-ce que tu l'as trouvé bien Alors moi j'ai joué à Bioshock Infinite, on est d'accord? Alors j'y ai joué, j'ai pas joué très longtemps parce que je trouve que l'univers est sublime, mais je trouve que ce qu'on y fait est assez ennuyeux en fait. Et on sent bien que ça obéit à des contraintes commerciales, quoi. Il faut qu'on puisse tirer sur des gens dans un jeu, dans un FPS, mais moi je trouve que ce qui serait intéressant, ce serait qu'on exploite un tel univers d'une manière un peu plus enrichissante, quoi, que simplement détruire tous les ennemis qui vont se présenter à nous. Quand on arrive dans une ville qui flotte dans les airs, et on se dit, il pourrait se dérouler des tas de trucs passionnants dans cette ville. Mais concrètement, on passe 90% de notre temps à détruire de la manière la plus gore possible différents ennemis qui se présentent aléatoirement, et je trouve que c'est très ennuyeux. Donc évidemment, c'est ce que les éditeurs veulent qu'il se passe dans leur jeu parce que ça correspond à une demande du public. Enfin, ils pensent en tout cas que ça correspond à une demande du public. Moi, je pense qu'il est temps, justement comme dans Life is Strange, d'exploiter des environnements de plus en plus beaux d'une manière un peu plus profonde, un peu plus intéressante. Okay. Donc c'est pas spécialement par rapport au voyage dans le temps, moi que ça m'a dérangé, mais simplement par rapport à ça, quoi, de cacher un univers aussi beau avec un gameplay aussi basique et pauvre. Voilà. Il y avait une autre question. Bonsoir à tous. Moi, je voudrais juste revenir en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de Chrono Trigger, on a parlé d'unité temporelle. Il y a énormément d'autres jeux où il y a ce problème justement de voyage dans le temps. Et du coup, ma question c'était, est-ce que vous ne pensez pas que l'unité temporelle, elle vient de la question du talisman, c'est-à-dire un objet que le voyageur temporel aussi possède et qui lui donne le pouvoir de se détacher un petit peu du temps et du coup d'assimiler des événements qui viendraient de différentes timelines? En fait, je pense que chaque œuvre qui utilise le voyage temporel invente les règles
qui régissent en fait ce voyage. Et il y a besoin de ces règles pour que le spectateur, slash lecteur, slash joueur puisse appréhender en fait ce qui se passe. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a des choses qui nous gênent en tant que consommateur, je n'aime pas ce terme, mais d'une œuvre utilisant le voyage temporel, c'est souvent parce que les auteurs oublient leurs propres règles, entre guillemets. Je sais qu'on parlait de Looper tout à l'heure, c'est un film dont j'aimais beaucoup l'idée de départ, mais au final qui m'a agacé parce qu'ils n'arrêtent pas de changer la manière dont fonctionne leur voyage temporel au cours du film, et c'est assez agaçant. Mais donc oui, en fait, il peut y avoir plein d'explications. Dans Chrono Trigger, justement, l'une des explications, c'est que les personnages voyageant dans le temps sont devenus eux-mêmes les Chrono Trigger, entre guillemets, donc ceux qui déclenchent l'élément temporel. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas affectés par ce qui se passe. Donc voilà, les auteurs trouvent des explications, des excuses pour justifier ce qui se passe. Après, voilà, on est toujours dans le voyage en temps à l'heure actuelle, à part dans sa forme linéaire, on va dire quotidienne et évidente, n'existe a priori pas. Donc, c'est les auteurs qui imaginent comment ça pourrait fonctionner et imaginent les règles qui vont après régir qui est affecté, quoi, comment. Voilà. Et les bons auteurs arrivent à faire en sorte que, pour le lecteur, ça fait sens, ça marche. Oui, bah surtout quand on ne les change pas en cours de route. Doctor Who. C'est la quintessence en fait du problème de Steven Moffat, le showrunner actuel, c'est qu'il balance des idées absolument géniales, mais il est incapable de les tenir jusqu'au bout et ça finit toujours par un ta gueule c'est scientifique ou ta gueule c'est magique. C'est big ball of wibbly wobbly, tiny wily stuff. Et ça allait encore à cette époque quand Tennant le disait, mais maintenant je digresse. Alors il reste deux petites minutes pour une dernière toute petite question. Donc, on a une question tout en haut à droite. Tout en haut, ok, je monte. Le temps de monter, ça fera 2 minutes. On peut parler du post-apo en attendant. Oui. Encore un autre fan de post-apo. Bonsoir, il faudra parler un peu plus près du micro, je pense. On est loin de toi. Oui, là c'est bien. C'est juste une question très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si vous deviez citer quel serait votre voyageur dans le temps préféré par rapport à sa façon d'appréhender le fait qu'il ait changé de temporalité, comment il se comporte, s'il a une vision, je sais pas. Désolée. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est le dernier X-Men où Wolverine voyage dans le temps. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on n'a pas parlé de ce mode de déplacement-là, mais lui, il se déplace dans le temps parce qu'il est renvoyé dans son corps, sa conscience est renvoyée dans son corps des années 70. Donc là, on a Wolverine qui se réveille dans son corps des années 70, donc pré-squelette en adamantium, et c'est quand même une expérience qu'on imagine traumatisante. Déjà, le fait de voyager dans le temps, de se retrouver dans le corps qu'on avait il y a une cinquantaine d'années, et le mec gère ça de la manière la plus badass possible, c'est-à-dire qu'il se lève, il met un blouson en cuir des années 70, et c'est parti, quoi. Pour sa défense, il a exactement le même corps il y a 50 ans. Ça, c'est vrai. Mais je trouve l'absence d'impact émotionnel sur le mec assez fou. Genre, tiens, ok, on est dans les années 70, let's go. Voilà, donc là, c'est un peu le degré zéro du traitement psychologique d'un personnage. Imagine le traumatisme que ce serait, quoi. Et voilà, donc c'est juste un mauvais exemple là, qui m'est venu à l'esprit. Je suis en train de chercher quelque chose d'autre que Doctor Who parce que je commence à atteindre le point de il faut arrêter d'en parler maintenant. Raphaël, t'en as un? Post-apo? Non, il n'y a pas de personnage particulier, c'est juste, j'aime bien les histoires où justement on envoie le personnage se retrouve dans le futur et il est incapable de modifier quoi que ce soit. Il y a ce rapport-là où on attend quelque chose du personnage et finalement il n'y arrive pas. Donc j'ai pas de personnage particulier, c'est des romans. Est-ce que tu veux changer de Non, tu as déjà répondu. C'était très rapide. Vas-y, finis Raphaël. Si juste par contre, je fais de la pub pour demain matin. Il y a un très très bon film que je vais notamment présenter qui s'appelle Les Guerriers de l'Apocalypse, film japonais. Et c'est le personnage de Sonny Shiba, le lieutenant, qui est très intéressant. Et c'est là par contre, c'est le rapport. Donc c'est des types du
du présent, qui vont se retrouver dans le passé. C'est des militaires, au retour des samouraïs, ils se disent putain, on est trop forts. Ils ont des hélicoptères, un tank, ils se disent on va pouvoir tout faire, on va prendre le pouvoir. Et c'est cette incapacité, après, il va leur arriver quelques malheurs, mais c'est aussi cette idée de voilà, l'homme du temps présent qui se retourne dans le passé, qui se dit je suis plus fort, et là aussi il va lui arriver des malheurs. Toujours. Très rapide, pas de inquiétude. Pour revenir sur Chrono Trigger, il y a un personnage moi, qui m'avait ému dans Chrono Trigger, c'est le personnage de Robot. Parce qu'il y a cette séquence où donc, on est dans le Moyen-Âge du jeu et on peut choisir de rester dans le Moyen-Âge, enfin le robot peut choisir de rester dans le Moyen-Âge pour aider les paysans de l'époque à ensemencer leurs champs et tout ça. Donc si on choisit cette ligne temporelle-là où le robot reste, donc on laisse le robot dans le Moyen-Âge et on voyage 300 ans dans le futur et quand on revient, le robot est sur la place du village, c'est devenu une statue, donc une statue révérée par les gens. Et cette petite séquence où le robot se sacrifie pour aider les villageois du Moyen-Âge m'avait beaucoup marqué. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci. J'ai une histoire d'amour super mignonne avec le village d'antan. Donc, roman jeunesse, qui s'appelle Le naufragé des étoiles, personne ne connaît. Et donc, tu sous-estimes peut-être notre... 1985, un jeune homme de 17 ans se retrouve projeté 20 ans dans le passé, donc l'anti-retour à le futur, se retrouve en 2015. Et il est paumé. Il ne sait pas quoi faire. Et là, il a une idée. Il a dit j'ai qu'à prendre l'annuaire et appeler mon moi du futur. Attends, j'ai rien compris. Il part de quelle année? Il a 17 ans. Il part de 1985. Ouais. Il part 20 ans dans le futur. Donc 2005. Oui, 2005. Ok. 2005. Et là, il appelle son lui qui a 37 ans. Ok. Et il fait le. Donc là, l'auteur croyait qu'il allait avoir une cabine téléphonique, donc dans une cabine téléphonique, il appelle. Qui répond? Une voix de femme. Paf. Et mec, j'ai fait chaud. Ah ouais, non mais en plus, il a le coup de foudre tout de suite. C'est la femme de ma vie, c'est incroyable, tu vois. Et un peu plus tard, il retourne dans le passé. Et il voit cette femme dont il va tomber amoureux, et il ne tombe pas du tout amoureux d'elle. Et il dit, écoute, il faudrait plutôt qu'on soit ensemble un peu, parce que je crois que ça va bien se passer entre nous, mais ils ne sont pas sûrs, voilà. Donc c'est quand même très émouvant. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ok, c'est chou. Julien? C'est difficile, en fait. Récemment, j'ai bien vu le film Edge of Tomorrow, où bon, j'aime pas du tout Tom Cruise d'habitude, mais là, dans ce film, je l'ai trouvé étonnamment supportable. Ça en dit long, je pense, sur la qualité du film. Tu as été supportable aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé assez... Donc c'est un personnage qui se retrouve piégé dans une... C'est un jour sans fin avec en plus des aliens. Je résume, mais c'est bien, hein, c'est bien. Mais voilà, et je trouvais que c'était assez rigolo d'avoir ce personnage pour qui le voyage dans le temps est autant une sorte de punition qu'une opportunité de devenir de se changer lui-même en fait, de devenir l'homme qui n'est pas du tout au début. Au début, c'est un gros lâche, on a envie de lui mettre des baffes, d'ailleurs il s'en prend un certain nombre. Et par la force des choses, parce qu'il est piégé dans cette boucle temporelle, il va se changer lui-même et devenir le héros qui n'était pas du tout destiné à être en fait. Et ça c'est plutôt c'est sympa. C'est les gens qui aiment, mais c'est sympa. Ici, j'ai trouvé les deux personnages, post-apo encore. Charles Addison dans La planète des singes, justement sur ce processus de l'individu qui se retrouve confronté à un futur, et Bruce Willis dans L'Armée des 12 singes. Et là, c'est le rapport par contre futur-passé et passé-futur. Et c'est ces deux types d'archétypes, ces deux types de personnages qui sont intéressants et leur rapport au temps. T'as trouvé François? Les Tortues Ninja 3. Ça va être cool d'abord. Ils sont projetés, donc ils sont pas. Les Tortues Ninja sont projetés dans le Japon médiéval, et j'en parle juste pour avoir le plaisir. En tant que moi de 12 ans qui l'ai vu, déjà c'est une merde. Et c'est quand même un Japon médiéval où tout le monde parle anglais, où les Japonais sont joués par des Chinois, et où les Tortues Ninja battent les méchants en leur chatouillant les oreilles. Je pense qu'on va finir sur cette note. On fera pas mieux. Merci beaucoup d'être venu.